Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance. Et oui, les chiffres du PIB du premier trimestre 2021 viennent de sortir, donc c'est vrai que c'est très important. On se dit ça y est, est-ce qu'on va sortir enfin de la crise ou pas? Alors on va voir qu'il y a des surprises, notamment en France, qu'il y a une augmentation du PIB au premier trimestre 2021. Donc là on se dit ça y est, la crise est terminée. On oublie simplement que l'année dernière le PIB français avait baissé de 8,2%. Donc il y a effectivement un effet de correction qui s'opère. Mais tout de même, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va enfin sortir de la crise? Pour le moment, c'est vrai que sans vouloir casser l'ambiance, eh bien, la zone euro et la France sont toujours à la traîne de la croissance, donc au niveau mondial, et notamment par rapport à nos amis américains. Alors, on va voir tout ça dans le détail tout de suite, bien sûr avec des graphiques réalisés sans trucage, parce qu'en ce moment, ça arrive trop souvent, donc il faut faire attention. Donc là, on voit le premier graphique, donc le PIB américain, l'évolution donc de la richesse aux États-Unis, toujours évidemment hors inflation. Donc en fait, c'est très simple, les bâtonnets bleus, c'est les variations trimestrielles du PIB américain. Et la courbe rouge, c'est le glissement annuel du PIB américain. Ça veut dire, on compare, par exemple, le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. Et là, on le voit, regardez, plus 0,4%. Ça y est, on a retrouvé le terrain positif. Alors, c'est vrai qu'on avait une baisse l'an passé au premier semestre de 10,1%, un peu moins qu'ailleurs. Puis là, ça y est, ça redémarre. Vous voyez, depuis le deuxième trimestre, 3 trimestres consécutifs de hausse, 10,3% d'augmentation. Donc, on peut dire effectivement que l'économie américaine est en train de sortir de la crise. Alors, avec parallèlement, ça le plus important, c'est qu'on a des soutiens de tous les moteurs, et notamment les deux principaux, que sont l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Donc on le voit ici, vous voyez, c'est la consommation des ménages, on est à quasiment 2% de croissance. L'investissement des entreprises, on a dépassé les 2%, on est presque à 3% de croissance. Donc ça, c'est évidemment, on a une dynamique. Alors je rappelle que le plan de relance n'a pas encore eu lieu, ne s'est pas encore produit, et puis surtout le nouveau plan de soutien de Joe Biden va arriver progressivement. Donc c'est dire qu'aujourd'hui l'économie américaine, elle va presque trop bien, et on va en rajouter. Et on va avoir une croissance qui va rester particulièrement dynamique outre-Atlantique. Et donc on va avoir au moins cette année 5 à 6% de croissance aux États-Unis, après moins 3,5%. Ce qui veut dire que très vite, les États-Unis vont retrouver et même dépasser largement leur niveau d'avant-pandémie. La question est de savoir, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui, l'ancienne patronne de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, qui est maintenant donc ministre de l'économie aux États-Unis, dit attention, il faut peut-être remonter les taux d'intérêt. Et oui, si ça va trop bien, on l'évoquait dans une précédente chronique, eh bien la Réserve fédérale américaine va être obligée de remonter les taux d'intérêt, ou du moins de stopper la planche à billets, parce qu'il y a un peu plus d'inflation, un peu plus de croissance. Donc c'est là où ça va être compliqué. Une fois qu'on va enlever la perfusion, attention, on risque d'avoir un ralentissement. C'est d'ailleurs pourquoi Biden veut faire un nouveau plan de relance, mais comme on a une dette publique de déjà près de 120% du PIB, alors là, évidemment, ça va relancer l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, qui sont aujourd'hui à peu près à 1,6%. Je vous rappelle qu'on était à 0,5% il y a quelques mois. Donc attention, ça va stopper un petit peu la reprise. Donc c'est ça tout l'enjeu de cette reprise, c'est qu'à partir du moment où elle est là, eh bien il va falloir enlever la perfusion, et c'est là où ça va être un petit peu compliqué pour pérenniser la reprise. Alors ça sera d'autant plus compliqué chez nous dans la zone euro, parce que nous justement, on n'a pas du tout ce redémarrage. On a même une mauvaise surprise, puisque vous le voyez effectivement, donc on a eu une nouvelle baisse du PIB au premier trimestre 2021, ce qui fait que sur le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, vous voyez, on est à moins 1,3% de baisse, c'est les variations trimestrielles, et donc en glissement annuel au premier trimestre 2021, donc là on est loin de la positivité outre-Atlantique, vous voyez, on est à moins 1,8% pour l'ensemble de la zone euro. Donc on est toujours très très loin d'être sorti de la crise, et d'ailleurs je vous ai fait un petit graphique ici qui représente l'évolution du PIB en bas 100 au début de la crise, c'est-à-dire qu'au troisième trimestre 2019, vous voyez, on met le PIB donc américain en bleu, de la zone euro en rouge, donc ça c'est en gros le début de l'histoire avant la pandémie, et après on voit comment ces deux PIB ont évolué. Évidemment ils ont plongé pendant la crise et la pandémie, les confinements, alors on voit que ça a bien plus plongé dans la zone euro qu'aux États-Unis, et ensuite malheureusement ça redémarre moins, et là on le voit, outre-Atlantique on est à seulement 0,9% du niveau d'avant-crise, ça veut dire que dès le deuxième trimestre, certainement les États-Unis vont retrouver leur niveau d'avant-crise, alors que nous, vous voyez, on est malheureusement encore quasiment à 6% en deçà du niveau qui prévalait avant crise. Malgré toutes les aides qu'on a fournies dans la zone euro, malgré la planche à billets, malgré la dépense budgétaire, eh bien on voit qu'on est toujours loin, malheureusement, de retrouver le niveau de PIB d'avant crise. Alors ce qui veut dire que quand on compare, parce que c'est pas simplement lié à la pandémie, quand on regarde sur longue période l'écart de croissance États-Unis zone euro, et oui, et là on est très déçu, puisque vous voyez, donc là c'est les écarts donc, de variation annuelle du PIB, c'est la courbe bleue. Donc à chaque fois qu'on est au-dessus du zéro, c'est à l'avantage de la zone euro. Vous voyez que ça s'est
produit très très rarement. Et là, évidemment, on est toujours très négatif, donc largement à l'avantage des États-Unis. Et quand on cumule tous ces écarts, c'est la courbe rouge. Et regardez, on a atteint un nouveau sommet. On est à 102,3 points de croissance d'écart entre les États-Unis et la zone euro, évidemment à l'avantage de l'oncle Sam. Donc là, on comprend bien que nous sommes toujours à la traîne, et ce qui veut dire que l'euro qui se maintient autour des 1,20 $ pour un euro n'a évidemment aucun sens, hein, c'est tout à fait artificiel. Donc là on voit l'euro-dollar, c'est la courbe bleue. Alors il avait un petit peu baissé, c'est vrai, on était passé largement sous les 1,20, puis là on revient vers les 1,20, mais on voit bien que cette courbe bleue donc devrait rejoindre la courbe rouge, c'est-à-dire les écarts de croissance États-Unis, zone euro. Donc l'euro va certainement repartir à la baisse, d'autant que eh bien, nous avons toujours un écart de taux d'intérêt qui est important vis-à-vis donc en faveur du dollar, et surtout si les réserves fédérales américaines augmentent les taux d'intérêt ou limitent la planche à billets avant la Banque centrale européenne, ce qui est très probable, alors là, à ce moment-là, l'euro pourrait revenir vers 1,15 voire 1,10 $ pour un euro. Donc, faut être très prudent par rapport à cela. Ça, c'est, de ce point de vue-là, une bonne nouvelle, certainement pour nos exportateurs. Mais c'est vrai que si l'euro est trop fort, on ne pourra pas sortir de la crise et on aura, encore une fois, une reprise très, très lancinante. Alors, au niveau de la zone euro, ce qui effectivement a beaucoup pêché au premier trimestre 2021, et c'était une surprise, c'est l'Allemagne. C'est vrai qu'on avait des très bons indicateurs sur l'économie allemande, et pourtant, malheureusement, eh bien, on a une baisse du PIB allemand, moins 1,7%. Alors, on a vu 2 trimestres de redémarrage, donc là on est à moins 1,7% donc, de baisse. Alors, c'est pas les 2 trimestres consécutifs de baisse qu'on a eu dans la zone euro, donc on est en récession. Pour l'instant, l'Allemagne résiste, mais tout de même, moins 1,7%. C'est particulièrement douloureux. Et donc en glissement annuel, vous voyez que ça s'est un petit peu amélioré, mais on est toujours à moins 3,3%, toujours en négatif. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu, c'est ce qui est assez paradoxal, là on a la corrélation entre donc, ce qu'on appelle l'indice IFO du climat des affaires, c'est la courbe bleue, qui normalement fonctionne très bien. C'est un bon indicateur avancé donc, du glissement annuel du PIB allemand, la courbe rouge. Et regardez, là, pas du tout. Malgré l'augmentation de la courbe bleue, la courbe rouge n'a pas suivi. On est toujours largement dans le négatif. Et c'est ça qui aujourd'hui est une mauvaise surprise pour l'économie allemande. Et comme l'Allemagne, c'est à peu près 30% du PIB de la zone euro, alors évidemment, toute la zone euro a souffert. Et à côté de cela, il y a eu effectivement une surprise dont beaucoup ont parlé, c'est la France. Et oui, la France, on ne s'attendait pas, parce que là c'est l'inverse, on avait des très mauvais indicateurs avancés donc de la conjoncture, et pourtant, le PIB français a fait un petit plus 0,4%. C'est vrai qu'on avait une baisse du PIB au 4e trimestre 2020, donc il ne faut quand même pas l'oublier, donc il y a un effet de correction, mais tout de même, vous voyez, on a même revenu sur un glissement annuel positif au premier trimestre 2021, parce que ça avait beaucoup baissé il y a un an au premier trimestre 2020, donc là on est revenu même à 1,5% de croissance en France en glissement annuel, donc là on se dit ça y est, c'est formidable, tout va bien. Alors attention quand même, il y a des petits bémols. Déjà, premier bémol, on a du mal à comprendre. Parce que là, oui, c'est l'inverse de l'Allemagne. Tout à l'heure, on a vu en Allemagne, les indicateurs avancés, l'indice du climat des affaires de l'enquête IFO monté, et le PIB a baissé. Mais nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un climat des affaires, vous voyez, c'est l'enquête INSEE, c'est la courbe bleue ici, qui a certes un petit peu augmenté, mais qui est reparti à la baisse dernièrement. Et donc, vous voyez, on aurait dû avoir moins 2% de glissement annuel. Mais pas du tout. Ça, c'est le PIB, la courbe rouge. On est à plus 1,5%. Alors bon, est-ce que, je dirais, les statisticiens de l'INSEE ont un petit peu abusé sur quelques produits illicites? On ne sait pas, non, je plaisante bien entendu, on n'espère pas, mais c'est vrai qu'il y a cette déconnexion, ce qui montre que le PIB du premier trimestre en France a été un petit peu gonflé. On ne sait pas trop comment, on verra bien après, parce que de toute façon il y aura un ajustement certainement au 2e trimestre 2021, donc c'est pourquoi il ne faut surtout pas s'emballer. Et d'ailleurs, si on regarde l'évolution du PIB allemand et français depuis le début de la crise, enfin je vous rappelle que la crise en France, c'est-à-dire que a commencé dès le 4e trimestre 2019. Non pas à cause du Covid, mais à cause à l'époque, effectivement, donc, des grèves qu'on avait observées, donc qui avaient fait baisser le PIB au 4e trimestre 2019. Donc on le voit ici. Si on prend une base 100 maintenant, vous voyez, au 3e trimestre 2019, ensuite, le PIB français-allemand a un petit peu baissé donc, au 4e trimestre. Après, on a eu l'effondrement. Donc là, on voit bien que la France, c'est largement plus effondré. C'est le PIB français, c'est la courbe bleue, par rapport à l'Allemagne, c'est la courbe rouge. Et ensuite, ça redémarre. Donc là, au 4e trimestre 2020, là, l'Allemagne était devant la France. Puis là, voilà, ça y est, c'est la surprise. Effectivement, les Français, comme les Allemands ont beaucoup baissé, les Français, ils sont toujours, certes, nous sommes toujours à 4,6% en deçà donc, du niveau de PIB
d'avant la crise. Donc vous voyez qu'on n'est toujours pas au niveau américain où ils sont seulement à 0,9%. Les Allemands sont à 5,2%. Bon, à 0,6 points près, c'est quasiment la même chose. Mais c'est vrai que la France a, de ce point de vue-là, eu cette bonne surprise. Alors certainement qui sera corrigée au deuxième trimestre 2021. Mais tout de même, on a réussi à avoir, on va faire un peu mieux que l'Allemagne. Mais tout de même, regardez, on est toujours à 4,6% en deçà du niveau d'avant-crise. Donc la crise est toujours loin d'être terminée. Alors on pourra effectivement retrouver le niveau d'avant-crise peut-être plus rapidement que prévu, peut-être plutôt pour 2022, alors que je voyais plutôt 2023, mais ça dépend évidemment de ce qui va se passer au niveau de l'activité économique, et surtout, encore une fois, quand on va enlever la perfusion, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour arriver à ce chiffre, il faut savoir ce qu'on a fait en France, qu'on a mis en branle pour relancer la machine. Donc là, on voit l'état des dépenses publiques, donc c'est vrai que l'Allemagne et la France sont sur un pied d'égalité en termes, pour l'instant, de variation du PIB depuis le début de la crise, mais regardez, en termes de dépenses publiques, nous on est monté, et c'est la courbe bleue, ça c'est la France, 62%, alors que les Allemands aussi, effectivement, ont augmenté, et vous voyez, ils sont restés au-dessus des 50%. Donc on a toujours presque, donc à peu près 11 points d'écart entre les dépenses publiques par rapport au PIB en Allemagne et en France. Donc on a mis le paquet. Donc voilà aussi pourquoi, effectivement, l'économie française a priori un peu moins souffert que l'économie allemande. Mais tout ça, on va devoir le payer. Je vous rappelle que, là aussi, la France est toujours numéro 1 de la planète, hors quelques petites îles, mais nous sommes numéro 1 en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc là, on voit juste la zone euro. Vous voyez, ça c'est la France, vous voyez, à 62%. Après, on a les Grecs qui sont à 60%. Ils nous talonnent. C'est vrai qu'ils ont fortement augmenté. Et vous voyez que la zone euro, on est sur une moyenne légèrement inférieure à 55%. Et l'Allemagne, autour des 51%. Donc on a bien, encore une fois, bon, je ne parle même pas de l'Irlande, qui évidemment est toujours au-dessus des 27%, bien sûr, mais tout de même, nous sommes numéro 1 des dépenses publiques. Donc, avec tout ce qu'on a mis là, avoir simplement finalement le même niveau que l'économie allemande, c'est un petit peu douloureux. D'autant que, là aussi, si on regarde le déficit public, alors là, attention, là aussi, âme sensible, s'abstenir, ça peut faire très mal, donc je préfère vous prévenir à l'avance. Non, ne vous abstenez pas, restez, mais néanmoins, je vous préviens, voilà l'évolution du déficit public en France par rapport à l'Allemagne. Donc la France, c'est la courbe bleue. Alors déjà, on a oublié, mais vous voyez, depuis 1995, c'est-à-dire que l'Allemagne aussi, à l'époque, c'était la réunification, etc., elle avait un déficit public autour des 9% de son PIB, puis après, elle a fait des efforts, et elle a retrouvé un excédent dans les années 2006, 2007, après, il y a eu la crise 2008, et on était en Allemagne en excédent, vous voyez, depuis les années à peu près 2013, et bien sûr est arrivée la crise, mais voilà, ça, cet excédent public permet à l'Allemagne, effectivement, d'avoir une dette publique moins élevée et de pouvoir mieux relancer la machine. Mais malgré ça, regardez, ils ont eu un déficit public l'année dernière, on le voit ici, de l'ordre de à peu près 4,5%, alors que nous, on est à plus de 9% de déficit public par rapport au PIB. C'est plus du simple au double. Donc on comprend bien que, de ce point de vue-là, nous, les Français, nous avons mis, entre guillemets, le paquet, on a utilisé énormément de moyens qu'on va devoir, là aussi, payer à moyen terme. Alors que les Allemands n'auront pas cette difficulté. Ce qu'on a là, donc, sur les dépenses publiques, la France loin devant, sur les déficits publics, la France loin devant, et évidemment, sur la dette, la France est aussi loin devant. Là, c'est la dette publique par rapport au PIB, c'est les chiffres d'Eurostat, donc complètement harmonisés. Là, on est au 4e trimestre 2020, donc là, on s'est stabilisé à 116% en France, on va bientôt atteindre les 120-125%, alors que nos amis allemands, vous voyez, sont toujours autour des 70% de dette publique. Et donc là, c'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'on a à peu près de 50 points d'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Allemagne. Donc ça aussi, il faut pas oublier qu'on va devoir le payer. Donc le quoi qu'il en coûte va évidemment nous coûter très cher. D'autant que, et c'est là où tout est l'enjeu de la reprise, il s'est produit quelque chose d'important depuis quelques jours, c'est que ça y est, alors on l'avait déjà observé au mois de février dernier, et puis là ça revient, les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française sont repassés au-dessus des 0% et durablement. On est même monté à 0,2%, donc là on voit, vous voyez, ça c'est les taux d'intérêt de la dette publique française, c'est en rouge. En bleu, c'est en Allemagne. Donc là, en Allemagne, on est toujours en négatif. Ça a remonté un peu, mais on est toujours en négatif. Et en France, on est repassé en positif. On est autour des 0,15, 0,2. Ça dépend des jours. Mais globalement, ça veut dire que, attention, la remontée des taux a commencé. Et elle va évidemment se poursuivre. Et je vous ai fait un calcul très simple. Parce qu'évidemment, si les taux d'intérêt français de la dette publique passent de 0% à 1%, c'est-à-dire que s'il y a un point d'augmentation de toutes les échéances de la dette publique, notamment à 10 ans, alors là, attention. C'est vrai qu'à court terme, sur une année,
année, ça devrait coûter à peu près 3 milliards d'euros supplémentaires. Mais sur 10 ans, alors j'ai fait le calcul sans rentrer dans le détail, mais quand même je vous donne les chiffres, ça devrait coûter au total 160 milliards d'euros sur 10 ans. Ça veut dire 16 milliards d'euros d'augmentation de la charge d'intérêt de la dette sur 10 ans, donc chaque année, uniquement avec 1 point d'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique. Donc on comprend que si jamais ça va plus loin, alors là, ça va être très douloureux. Et donc c'est là tout l'enjeu. Alors bien sûr, on espère tous et on a envie que cette pandémie s'arrête définitivement, qu'on puisse sortir normalement, enlever nos masques, etc., aller dans les théâtres, les cinémas, au restaurant. C'est sûr, mais attention, après il va falloir enlever la perfusion. Et c'est là où, comme dans un tsunami, c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur des dégâts. Et c'est là où on va voir l'ampleur des dégâts en termes de faillite d'entreprise, en termes également, quand la planche à billets de la BCE va s'arrêter, de remonter des taux d'intérêt, des obligations d'État. Et c'est là où, attention, la reprise, elle peut faire pchit. Donc attention, on a pris des risques énormes. C'est vrai que finalement, on n'a pas autant souffert qu'on aurait pu l'escompter grâce au fameux quoi qu'il en coûte. On a lâché complètement les dépenses publiques, d'ailleurs sans trop regarder. Mais attention, maintenant, ce qu'on a utilisé hier, on ne pourra pas l'utiliser demain, lorsqu'il y aura la reprise. Et donc c'est ce qui risque malheureusement de freiner la reprise. Donc voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent. C'est vrai que la France peut cette année réaliser une croissance de l'ordre de 4 à 5% en moyenne annuelle, mais après moins 8,2%, ça sera insuffisant. Et puis surtout, si jamais les taux d'intérêt remontent trop fortement, alors le château de cartes risque de s'effondrer. Donc soyons extrêmement prudent pour notre économie française, vivement qu'on sorte de la pandémie, mais j'ai envie de dire le plus dur sera ensuite à venir pour justement transformer l'essai et retrouver une économie plus saine. Ça veut dire qu'avec de telles finances publiques, ça sera beaucoup plus compliqué qu'en Allemagne par exemple, et donc c'est pourquoi il faudra s'armer de patience. Nous sortirons de la crise, mais évidemment avec des dégâts, parce que le quoi qu'il en coûte va nous coûter extrêmement cher. Bonne continuation quand même, portez-vous bien surtout, merci et à très bientôt.